Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de notions aussi diverses que les architectures multicouches, la couche d'accès aux données, la gestion de persistance, le mapping relationnel objet, le pattern DAO et les opérations CRUD. Nous allons démystifier toutes ces notions-là qui sont bien évidemment reliées entre elles. Pour comprendre les notions qu'on va aborder, vous devez avoir des notions de programmation objet de préférence en Java. Vous devez avoir des notions de base de données, des connaissances en base de données. Vous devrez savoir c'est quoi une table, c'est quoi une colonne, c'est quoi un enregistrement, c'est quoi une requête SQL. Puis vous devrez savoir comment utiliser SQL pour faire des requêtes de consultation, de suppression, d'insertion et de mise à jour de données. Et vous devez avoir des notions sur la façon d'utiliser l'API JDBC, c'est-à-dire à partir d'un code Java, il faut que vous soyez capable d'ouvrir des connexions vers une base de données, d'exécuter des requêtes, et lorsque ces requêtes sont des requêtes de consultation, récupérer ces données-là de la requête dans un ensemble de résultats. Alors, pour illustrer les concepts, on va initier le développement d'une application que j'appelle le gestionnaire de favoris. Vous savez c'est quoi un favori, hein? Vous naviguez sur Internet et lorsque vous rencontrez des sites que vous trouvez intéressants, vous pouvez les enregistrer comme favoris dans votre navigateur, ce qu'on appelle aussi des signés ou des marque-pages, de manière à pouvoir les retrouver plus tard. Bien évidemment, lorsque vous enregistrez des favoris dans un navigateur, vous n'allez pas les retrouver dans un autre navigateur. Donc si vous changez de navigateur, vous n'avez pas accès aux favoris. A fortiori, si vous changez de poste de travail, vous n'allez pas non plus retrouver vos favoris. Donc l'idée ici du site qu'on se propose de développer, c'est d'avoir un lieu central sur Internet où les gens vont pouvoir mettre leurs favoris. Comme ça, on peut changer de poste de travail, on se connecte au même site et on retrouve les favoris de n'importe où. Donc c'est ça l'idée du site, donc de consigner des favoris pour les retrouver plus tard à partir de n'importe quel poste de travail disposant d'une connexion Internet. Alors pour cela, bien sûr, il y a un certain nombre de fonctionnalités implémentées. Donc le visiteur va pouvoir consulter les favoris publics parce qu'on va faire en sorte que lorsque le membre enregistre un favori dans le site, il va pouvoir décider est-ce que c'est un favori public, donc visible par tout le monde, ou bien c'est un favori privé qui est visible uniquement par lui-même. Il va pouvoir s'inscrire aussi, donc le visiteur va pouvoir se créer un compte pour devenir membre, et le membre va pouvoir donc se connecter, et lorsqu'il est connecté, il va pouvoir se déconnecter, et lorsqu'il est connecté, il va pouvoir consulter ses favoris et les favoris publics de tout le monde. Il va pouvoir ajouter de nouveaux favoris, supprimer des favoris, parmi bien sûr ses favoris à lui, et éditer et modifier ses favoris. Alors, avant de commencer le développement, on va d'abord répondre à la question, qu'est-ce que la persistance des données? Quand est-ce qu'on dit qu'une donnée est persistante? Supposons que vous avez un programme qui calcule le montant hors taxe d'une transaction à partir d'un prix et d'une quantité achetée. Le montant hors taxe, il est dans la mémoire centrale de l'ordinateur, donc ce qu'on appelle la RAM. Lorsque le programme se termine, les données dans la mémoire centrale sont perdues. Donc, le montant hors taxe, il est perdu. On dit dans ce cas que le montant hors taxe n'a pas été persisté. Mais par contre, si dans le programme, on a inséré des instructions qui écrivent le montant hors taxe en mémoire secondaire sur le disque dur ou sur une clé USB ou équivalent, à ce moment-là, le montant hors taxe, il est sauvegardé sur disque. Donc même si le programme se termine, le montant n'est pas perdu. Le programme va pouvoir le relire plus tard. On peut redémarrer par la suite le programme et mettre des instructions qui vont aller lire le montant hors taxe qui est dans le disque dur. Donc, en deux mots, on dit qu'une donnée est persistante lorsqu'elle subsiste après le processus qui l'a créée. Si par exemple dans Word, vous créez votre CV, ensuite vous quittez Word sans sauvegarder votre CV, votre CV n'a pas été persisté. Donc il est perdu. Si par contre, avant de quitter Word, vous sauvegardez votre CV sur disque, dans ce cas, vous avez persisté votre CV, donc vous pouvez quitter Word, vous pouvez éteindre l'ordinateur, et puis le lendemain, vous pouvez revenir, puis réouvrir Word, et avec Word, vous allez pouvoir ouvrir votre CV, puis retrouver les données que vous avez créées la veille.
De la même façon, si vous jouez à un jeu vidéo sur une PlayStation, en milieu de partie, vous voulez quitter, vous pouvez sauvegarder la partie pour pouvoir la continuer plus tard. Et lorsque vous la sauvegardez, la PlayStation va sauvegarder les données de la partie dans son disque dur. Donc à ce moment-là, vous avez persisté votre partie de jeu vidéo pour pouvoir ensuite donc la continuer plus tard. Donc c'est aussi simple que ça, la persistance. Alors, dans les applications de jeu, dans les applications scientifiques, de simulation, etc., en général, la persistance se fait dans des fichiers sur disque, comme un fichier Word par exemple, ou bien le fichier qui est créé par votre PlayStation. Par contre, dans les applications de gestion, ce qu'on appelle les applications transactionnelles, la persistance de données se fait généralement dans des bases de données relationnelles. Donc, dans des tables, dans une base de données, sous des systèmes de gestion de bases de données comme Oracle, SQL Server, MySQL, etc., etc. Donc, l'application va utiliser une base de données relationnelle qui est hébergée dans un système de gestion de base de données relationnelles pour retrouver les données. Si par exemple, vous faites des transactions en ligne sur le site de votre banque, ces transactions ne sont pas perdues. C'est parce que le site de votre banque a sauvegardé toutes les opérations que vous faites sur votre compte dans une base de données typiquement relationnelle. C'est ce qu'on appelle le stockage de données. Donc, la partie où se trouve la base de données, c'est ce qu'on appelle donc le stockage des données. Alors, maintenant, lorsqu'on développe une application, il y a un certain nombre de questions qui reviennent, comme par exemple, quel composant de l'application s'occupe de la persistance? Dans quelle partie de l'application on va écrire le code qui va persister les données, donc il va écrire les données typiquement dans une base de données et puis retrouver les données, donc relire les données par la suite. Et la question sous-jacente à cette question-là, qui est peut-être même plus importante, c'est comment rendre l'application, comment rendre les traitements de l'application indépendants du système de stockage. Vous développez une application, elle stocke les données dans une base de données, par exemple MySQL, et par la suite, on veut changer de système de stockage, on veut enlever la base de données puis la remplacer par des fichiers XML, des fichiers JSON, des données distantes sur le cloud, etc. Comment ce changement-là va avoir un impact minimal sur l'application? Comment ne pas avoir à chambouler toute l'application parce qu'on a changé de système de stockage? Les problèmes soulevés par ces deux questions-là, c'est des problèmes récurrents qui se retrouvent partout quand on développe des applications, pas juste en Java, pas juste pour le web. Et donc, ce problème-là a été traité de façon universelle et la solution optimale à ce problème-là, elle est répertoriée aujourd'hui comme un design pattern. Un design pattern, c'est quoi un design pattern en deux mots? C'est une solution optimale à un problème standard ou à un problème connu. Okay? Le design pattern qui répond à ces deux questions-là, c'est ce qu'on appelle le design pattern DAO. Alors, en quoi il consiste? Il consiste à créer des objets spécialisés qu'on appelle des DAO, donc des objets d'accès aux données. Ces objets-là vont constituer une couche à part entière qu'on appelle la couche d'accès aux données. Et c'est vraiment dans ces objets-là qu'on va concentrer toutes les opérations d'interaction avec le système de stockage. Toutes les opérations de stockage de données et de lecture de données de la base de données ou de n'importe quel système de stockage doivent se faire uniquement dans les DAO. Vous n'avez pas le droit de parler de base de données, par exemple, ailleurs que dans un DAO. Comme ça, si on change de système de stockage, on aura juste à adapter notre couche d'accès aux données. Tout ce qu'on a à faire, c'est mettre à jour nos DAO. Tout le reste de l'application ne saura même pas qu'il y a eu un changement de système de stockage. Alors, on a donc une première couche qui est la couche d'accès aux données. La couche qui est derrière, qui est de stockage des données, c'est ce qu'on appelle la couche données. Et à gauche de la couche d'accès aux données, nous avons ce qu'on appelle la couche métier ou service qui contient la logique métier de l'application, c'est-à-dire ce qu'on appelle la règle d'affaires, les processus métiers, les processus de traitement de l'information dans l'entreprise
ou si vous voulez, les fonctionnalités de votre application sont implémentées dans la couche métier service. Et bien sûr, la logique métier, la couche métier, va solliciter la couche d'accès aux données pour toute opération sur les données. La couche métier ne va pas accéder directement à la base de données, elle doit toujours passer par la couche d'accès aux données. Comme ça, encore une fois, s'il y a un changement dans le système de stockage, si on remplace les bases de données par des fichiers, par exemple, quelconques, des fichiers XML, disons, on va adapter les DAO, mais notre couche métier, comme j'ai dit tout à l'heure, elle ne saura même pas qu'il y a eu un changement dans le système de stockage. C'est très important de raisonner comme ça en couche pour avoir une application qui est robuste, qui est facile à maintenir. La logique métier, elle traduit les processus métiers, donc les processus dans l'entreprise. Si on prend l'exemple d'un collège, il y a des règles, par exemple, pour les inscriptions des étudiants à des cours. Ces règles-là, par exemple, dans quelle liste de choix de cours l'étudiant va pouvoir choisir ses cours, c'est en fonction de son programme. La vérification des préalables, etc., tout ça va se faire dans la couche métier. Okay? La couche d'accès aux données va s'occuper uniquement de ce qu'on appelle les opérations CRUD. CRUD, c'est pour Create, Read, Update, Delete. Création, lecture ou consultation, mise à jour et suppression des données. Alors, vous voyez bien que les 4 opérations ici CRUD correspondent aux 4 requêtes SQL. Create, c'est une requête insert. Retrieve ou read, c'est une requête select. Update, c'est une requête update. Et delete, c'est une requête delete. C'est très important que les DAO ne s'occupent que des opérations CRUD. Ce n'est pas au DAO de raisonner. Ce n'est pas au DAO de faire des vérifications avant de faire une opération sur les données. Parce que si vous commencez à faire du raisonnement dans les DAO, vous êtes juste en train d'implémenter la logique métier dans les DAO. Ce qui fait que si jamais la logique métier change, si les règles de gestion dans la compagnie changent, ce qui arrive régulièrement, à ce moment-là, vous allez devoir modifier vos DAO, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, encore une fois, tous les traitements métiers vont être dans la logique métier, dans la couche métier. Et cette couche métier-là, on ne la touche plus, sauf si les processus métiers, la façon dont les fonctionnalités de l'application doivent fonctionner, qu'il y a les règles qui ont changé, à ce moment-là, on va adapter notre couche métier uniquement. Alors, à gauche de la couche métier, nous avons ce qu'on appelle la couche présentation. C'est là qu'il y aura donc les composants de présentation, les composants qui vont présenter les écrans aux utilisateurs, et c'est eux aussi qui vont recevoir les requêtes des utilisateurs. Okay? Si par exemple l'application c'est une application de bureau, il y aura des composants de présentation qui sont donc des fenêtres avec des menus, des boutons, etc. Et lorsque l'utilisateur clique sur un bouton ou active un menu, cet événement-là, de clic sur un bouton, il est capté par la couche présentation. Okay? La couche présentation, c'est elle qui interagit directement avec l'utilisateur. Et la couche présentation va bien sûr solliciter la logique métier pour invoquer les fonctionnalités de l'application. Et donc, la couche qui contient le client, c'est ce qu'on appelle la couche client. Donc, vous avez ici donc, ce qu'on appelle l'architecture multicouche qui consiste à découper l'application en plusieurs couches. Typiquement, la couche présentation qui interagit avec donc, l'utilisateur, la couche métier qui implémente les fonctionnalités et la couche d'accès aux données qui s'occupe des opérations de persistance. Alors, maintenant, dans la couche métier, on a besoin uniquement de programmation objet. On n'a pas besoin de composants graphiques comme Swing, on n'a pas besoin d'HTML ou de CSS, on n'a pas besoin non plus de SQL. On va traduire la logique métier d'entreprise dans un modèle objet qui contient des classes et des interfaces avec les concepts comme l'héritage,
le polymorphisme, l'agrégation de composition, etc. C'est uniquement de ça qu'on a besoin. Quand on apprend la programmation objet pure, donc les concepts objets dans un langage, on est capable de créer n'importe quelle couche métier. La couche présentation, par contre, elle dépend du type d'application. Quand on fait une application web, la couche présentation, ça va être du web. Quand on fait une application mobile, la couche présentation, ça va être des composants graphiques du mobile, par exemple Android. Et lorsqu'on fait une application de bureau avec, par exemple, Swing, la couche présentation, c'est des composants de Swing. Les boutons, les menus, les cases à cocher, ainsi de suite. Donc, nous avons le modèle objet au niveau de la logique métier. C'est normal parce que depuis plus de 20 ans, les applications sont conçues selon le paradigme objet. Et donc, les applications, quand elles tournent, elles gèrent des objets en mémoire. De l'autre côté, dans la couche donnée, nous avons le modèle relationnel. C'est-à-dire, nous avons des bases de données relationnelles, c'est des tables avec des enregistrements, donc des lignes avec des colonnes. Donc, nous sommes aujourd'hui devant un dilemme. Nous avons le monde d'objets en mémoire et le monde relationnel sur disque. Lorsque vous créez dans l'application un objet étudiant, par exemple, qui encapsule le numéro de dossier, le nom, prénom, etc. de l'étudiant, lorsque les données, cet étudiant-là, on veut le sauvegarder dans le système de stockage, il faut qu'il soit converti en enregistrement pour être stocké comme une ligne dans une table dans la base de données. A l'inverse, lorsque l'application veut chercher un étudiant à partir, par exemple, de son numéro de dossier, il faut retrouver dans la table qui contient les données des étudiants, il faut retrouver la ligne ou l'enregistrement correspondant à l'étudiant, puis on va le prendre, puis on va le convertir en objet étudiant qu'on va envoyer à la couche métier. Donc, il y a un passage du monde objet vers le monde relationnel et vice-versa. Qui s'occupe de ce passage-là? C'est la couche d'accès aux données et ce passage d'un monde à un autre, c'est ce qu'on appelle le mapping relationnel objet, ORM. Il y a même des outils qui automatisent ces opérations-là. Tout ce qu'on va faire dans les DAO, dans cette vidéo, on va le faire avec des appels directs à l'API JDBC, mais on verra plus tard qu'il y a des outils qui nous permettent d'implémenter les DAO sans utiliser directement l'API JDBC. Alors, pour résumer, donc, la couche d'accès aux données, elle s'occupe de la gestion de persistance, du mapping relationnel objet et des opérations CRUD. La couche métier inclut la logique applicative et la couche présentation, donc inclut les composants de présentation. Encore une fois, cette couche-là va dépendre du type d'application. On peut très bien faire une application web complète avec une couche présentation pour le web. Et lorsque le client me dit maintenant ça fonctionne très bien, mais j'aimerais bien accéder aux fonctionnalités avec un cellulaire, avoir une application native par exemple Android, à ce moment-là, tout ce qu'on a à faire, c'est créer une couche présentation pour le mobile. On n'aura pas à toucher la logique métier, on n'aura pas à toucher la couche d'accès aux données non plus. Dans le cadre du web, la couche présentation, c'est ce qu'on appelle le tiers web. Et lorsque on fait ça en Java, dans la couche présentation, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'API des servlettes. Donc on va trouver des servlettes, des JSP, des expressions du langage EL, JSTL, des JavaBeans, etc., etc. Et à ce moment-là, l'utilisateur, typiquement, va utiliser un navigateur web pour interagir avec l'application. Donc voilà pour la présentation de l'architecture multicouche avec les différentes notions. Donc vous rencontrerez souvent dans votre carrière de développeur les termes comme ORM, opération CRUD, entre autres. Alors maintenant on va passer à la pratique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer donc à développer le site de gestion des favoris. Puis dans cette vidéo-là, on va voir tout le chemin du client, donc du client de l'utilisateur, jusqu'à la base de données. On va tout simplement, dans un premier temps, faire une servlette dans la couche présentation qui va invoquer la couche métier qui elle-même va invoquer un DAO qui va aller chercher
des données dans la base de données qui vont donc être retournées, puis on va les présenter au client, à l'utilisateur en HTML. Ça nous permettrait de voir tout le chemin donc du client jusqu'à la base de données et donc de maîtriser un petit peu tout ce processus-là. Donc, je vais commencer par présenter la base de données. La base de données va contenir des favoris. Les favoris, normalement, sont créés par des membres. Donc, normalement, la base de données, au départ, elle va être vide. Et les favoris vont se rajouter lorsque les membres vont créer des favoris. Mais pour illustrer un petit peu ces concepts-là, j'ai créé une table et j'ai mis quelques favoris comme exemple par défaut. Et c'est avec cela qu'on va commencer à travailler aujourd'hui. OK? Donc, je vais vous présenter la base de données. C'est celle-là ici. Donc, la base de données s'appelle BD Favoris avec un S. Elle contient deux tables. La table Favoris qui contient les favoris et la table User qui va contenir l'information sur les utilisateurs qu'on n'utilise pas pour le moment. On va l'utiliser plus tard lorsqu'on va faire donc l'inscription, la connexion, la déconnexion, etc. Alors, la table Favoris, elle contient donc des favoris. C'est une table qui a 6 colonnes. Il y a le ID du favori, qui est l'identifiant unique du favori. Il y a l'URL, qui est donc l'adresse web du favori. Il y a le titre, on va donner un titre au favori. On va pouvoir donner aussi une description. On va garder le courriel du propriétaire du favori. Donc, on va voir à qui appartient ce favori-là. Donc, c'est ça l'information qui est dans la colonne courriel propre. Et une colonne statut qui va nous dire ce que ce favori-là, est-ce qu'il est privé ou est-ce qu'il est public. Alors, le ID ici, ce n'est pas des int. Je n'ai pas fait un auto-increment. Les auto-increments, des fois, c'est juste des sources de problèmes. Donc là, j'ai utilisé ce qu'on appelle des unique ID, donc des identifiants universels uniques. On verra plus tard comment générer ces unique ID-là. On peut le faire dans n'importe quelle technologie, n'importe quel langage à peu près. Et on va voir en Java comment, lorsque je crée un nouveau favori, comment est-ce que je vais choisir son ID de façon à ce qu'il soit unique. Donc, on va aller maintenant dans l'environnement de développement. Moi, j'ai utilisé NetBeans avec Tomcat 9, mais encore une fois, vous pouvez utiliser Eclipse ou un autre environnement de développement. Et aussi, vous pouvez utiliser un autre conteneur web ou un serveur d'application tel que Glassfish. Alors, j'ai commencé par créer une application que j'ai appelée Gestion Favori, qui est pour le moment vide. Et la première chose que je vais faire, je vais créer ce qu'on appelle la classe entité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la table favoris, elle contient des favoris dans chaque ligne, donc des enregistrements favoris. Et lorsque je vais chercher par exemple le premier favori, qui est celui-là ici, qui pointe vers le site cuisine.com, lorsque je vais le chercher dans mon application, j'en ai besoin comme un objet. Il faut que je crée d'abord la classe qui va représenter ces objets-là favoris. Donc c'est ce qu'on appelle des classes entités. Les classes entités, ce sont des classes de la couche métier qui ont leur équivalent comme table dans la base de données. Si vous avez fait de la modélisation de données, vous savez c'est quoi un diagramme entité-association. Donc on représente les entités avec les associés entre elles, les associations 1 à plusieurs, plusieurs à plusieurs et 1 à 1. Chaque entité du diagramme entité-association va devenir dans mon modèle objet une classe entité. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, on commence par ce qu'on appelle la modélisation du domaine. Donc, on va modéliser tout le domaine de l'entreprise. Puis, dans ce modèle de domaine, on va trouver donc des classes diverses, entre autres ce qu'on appelle les classes du domaine. Et parmi ces classes-là, il y en a qui ont besoin d'avoir leur vis-à-vis dans la base de données. Ça veut dire les instances de ces classes-là, on a besoin de les sauvegarder dans la base de données. Ces classes-là sont des classes entités. Okay? Donc, c'est très simple. Je vais créer donc ici une classe que je vais appeler tout bêtement favori. Je vais la mettre dans un package puisque c'est fortement déconseillé d'utiliser le package par défaut. Donc, je vais l'appeler tout bêtement ici comme .autodesk.entité. Dans cette classe-là, on va mettre des attributs qui correspondent aux différentes colonnes de la table. Donc, ça va être des chaînes de caractères. Il y aura donc le ID, il y aura le titre du favori, il y aura l'URL du favori, la description, le courriel du propriétaire et le statut. Comme ceci.
Et les classes entités, habituellement, doivent avoir des getters et des setters pour tous les attributs qui ont leur correspondance dans la table, dans la base de données. À ce moment-là, je vais créer donc des getters et des setters pour tous ces attributs-là. Et je peux les générer, bien sûr, avec NetBeans. Et voilà. Donc, il y a les getters et les setters. Alors, vous remarquerez ici, courriel propriétaire, c'est un attribut de l'objet qui a un nom différent de la colonne ici, courriel prop. Est-ce que c'est dramatique? La réponse est non. Je peux très bien avoir dans ma classe entité des attributs qui ont des noms différents des colonnes de la table. Ici, par exemple, la colonne s'appelle ID. Je peux très bien ici avoir un attribut que je vais appeler numéro au lieu de l'appeler ID. Ça ne dérange pas du tout. Qui va mapper, par exemple ici si j'écris numéro et non pas ID, qui va mapper l'attribut numéro avec la colonne ID? C'est le DAO. C'est pour ça qu'on dit le mapping relationnel objet. C'est le DAO qui va savoir que tel attribut correspond à telle colonne et qu'à la limite, même le nom de la classe, comme ici la classe favori, peut avoir un nom différent de la table. D'ailleurs ici, dans la base de données, la table s'appelle favori avec un S, alors que dans mon code, la classe s'appelle favori sans S. Ça ne dérange pas du tout parce que le DAO va savoir que un objet favori sans S va être mappé avec la table favori avec S. OK? Donc ça, c'est la première chose. On va créer... on va mettre le ID. On a créé la classe favori. Maintenant, on va créer un DAO. Un DAO qu'on va appeler tout bêtement favori DAO. Okay? Donc là, on est vraiment dans la couche d'accès aux données. On va créer un DAO qui va s'occuper de mapping entre la classe favori et la table favori. Le DAO, je vais le mettre dans un package à part aussi. Donc, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler donc favori DAO. Je vais le mettre dans un package également à part que je vais appeler tout simplement les DAO, comme ceci. Et c'est là qu'on va mettre les méthodes CRUD, les opérations CRUD. Alors, si on veut écrire du code propre, il faut préparer notre application à ce qu'éventuellement on ait des DAO différents. On va faire des DAO dans un premier temps qui accèdent à la base de données avec l'API JDBC. Mais si un jour on veut utiliser par exemple un outil ORM, on peut créer d'autres DAO qui vont faire les mêmes opérations, mais avec l'outil ORM au lieu de faire des appels directs à JDBC. Alors pour faire ça, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on appelle la programmation par contrat. Donc je vais commencer plutôt par créer une interface favori DAO dans laquelle je vais imposer les méthodes que les DAO pour les favoris doivent me fournir. À ce moment-là, donc ici, ce ne sera plus une classe, mais une interface. Une interface, c'est comme une classe, mais à 100% abstraite. Donc là-dedans, il y aura juste des déclarations de méthodes, même pas des définitions, mais juste des déclarations, ce qu'on appelle en programmation objet des méthodes abstraites. Donc il y aura une première méthode qui va me retourner la liste des favoris. Donc là, j'utilise l'interface list et je vais l'appeler findAll. Habituellement, on l'appelle findAll, la méthode qui retourne toutes les entités favoris, tous les objets favoris de la table. Alors, je vais bien sûr importer la classe entité favori et l'interface également liste du package java.util. Il ne faut pas se tromper à ce niveau. Ça, c'est la première méthode. Je vais en ajouter d'autres. Je peux vouloir aller chercher un favori par son ID. Donc, je vais avoir une méthode find qui reçoit ici le ID d'un favori qui va me retrouver le favori à partir de son identifiant, de son ID. Cette méthode-là, des fois on l'appelle read, des fois on l'appelle find, des fois on l'appelle find by ID. Okay? Après, bien sûr, on va avoir une méthode qui va insérer un nouveau favori. Je vais l'appeler create. Vous pouvez utiliser des termes en français si vous voulez. Donc, la méthode va recevoir un favori, on va dire F.
et va l'insérer dans la table des favoris. Et bien sûr, si l'opération réussit, j'aimerais bien le savoir. Et si l'opération échoue, j'aimerais bien le savoir aussi. Donc la méthode create, habituellement, elle me retourne un booléen pour me dire si l'opération d'insertion a réussi ou non. Donc ça va être true si l'opération a réussi et false si non. Après, il y aura une méthode delete qui va également supprimer un favori, puis me retourner true si la suppression a réussi et false si non. Donc ça va être aussi un booléen. Et bien sûr, ici, dans delete, on va transmettre un favori. Techniquement, on peut transmettre juste le ID, mais on peut aussi transmettre un objet favori en entier. Et la dernière méthode, c'est la méthode update pour mettre à jour un favori. Donc là aussi, c'est une méthode qui reçoit un objet favori et qui va également me retourner true si la mise à jour est réussie et false sinon. Donc voici donc les 5 opérations CRUD. Les deux ici, c'est de la consultation. Les deux premières, c'est la consultation. Ça, c'est l'insertion. Ça, c'est la suppression. Et update, c'est la mise à jour. Alors, c'est les méthodes qu'on va imposer pour le moment au DAO de favoris. Est-ce que cette liste-là est finie? Pas forcément. Peut-être qu'on aura besoin d'aller chercher les favoris privés, par exemple, si on veut que l'utilisateur, que le monde puisse aller afficher juste et visualiser juste ses favoris privés. On peut ajouter ici find, par exemple, privé, find favori privé. On va lui donner l'identifiant du propriétaire, du membre, puis la méthode va retourner tous les favoris privés du membre. Donc vous allez voir que les méthodes qui sont là-dedans, on va les enrichir. Les DAO, on va rajouter des méthodes pour supporter les fonctionnalités de l'application qui sont implémentées dans la couche métier. Alors maintenant, on va créer une classe concrète qui va implémenter cette interface-là. Donc, je vais venir ici, je vais créer une classe. Cette classe-là va implémenter un DAO qui va faire des appels directs à l'API JDBC. Donc, je vais l'appeler tout simplement JDBC favori DAO. Comme ça. Puis la classe va implémenter l'interface favori DAO. Et donc, on va implémenter toutes les méthodes abstraites de l'interface. NetBeans va me les générer avec des déclenchements d'exception pour dire que la méthode n'est pas supportée. C'est correct. Donc, au fur et à mesure qu'on définit ces méthodes-là, on va enlever ces instructions throws, donc il n'y aura pas d'exception qui vont se déclencher. Ok. Donc, dans les prochaines minutes, on va implémenter la méthode findAll pour retourner la liste de tous les favoris. Et vous allez voir typiquement comment est-ce que une méthode d'un DAO va faire une opération CRUD. Alors avant cela, on peut être un peu prévoyant, on peut venir ici et rajouter une autre classe, par exemple on va dire JPA. Si je veux utiliser l'API JPA qui est une API de persistance qui automatise la couche d'accès aux données, je peux créer JPA favori DAO. Puis cette classe-là va aussi implémenter l'interface favori DAO. Et bien sûr, elle doit implémenter toutes les méthodes. Pour le moment, on va les laisser comme ça non implémentées, avant juste déclencher des exceptions. Et plus tard, lorsqu'on va aborder JPA, on va pouvoir donc venir ici puis définir ces méthodes-là. Alors, les objets JPA favori DAO et les objets JDBC favori DAO sont tous des objets de type favori DAO. Donc, dans notre application, on va utiliser des références de type favori DAO. Après, ces références-là vont référencer des objets concrets, soit de type JDBC favori DAO ou de type JPA favori DAO. Et c'est des objets interchangeables. Donc, on va pouvoir utiliser un DAO de type JDBC ou un DAO de type JPA de façon interchangeable sans avoir à toucher quoi que ce soit ailleurs dans l'application. Alors, donc on va commencer maintenant l'implémentation. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire des appels à l'API JDBC. Dans un premier temps, je vais définir les paramètres de connexion. Je vais les mettre comme attributs ici de la classe. Donc ça va être ici. Je
peux les mettre privés, private, les mêmes statiques. Le premier paramètre de connexion, c'est bien sûr le pilote JDBC. On utilise MySQL, donc le pilote c'est com.mysql.cj.jdbc.driver. Ça normalement, si vous avez déjà fait des API, vous avez déjà utilisé l'API JDBC, normalement vous le savez déjà. C'est un des préalables, donc comme je le disais au début de la vidéo. Ensuite, la deuxième information, c'est l'URL à la base de données. Je vais l'appeler tout bêtement URL. Donc, dans le cas qui nous concerne, donc c'est jdbc.mysql.//localhost parce que MySQL est sur mon poste local, / la base de données, donc c'est BD favori avec un S, on vérifie. C'est bien BD favori avec un S. Et ensuite, les dernières versions du pilote JDBC pour MySQL exigent un paramètre qui s'appelle Server Time Zone, qui indique un petit peu le fuseau horaire pour les dates et les heures. Et je vais utiliser tout simplement le temps universel ici, UTC. Le troisième paramètre, c'est l'utilisateur, on va dire user, ici, avec le mot de passe. Donc ça va être root pour le moment, pour nous. Et le mot de passe, qui va également être root. Voilà, ces informations de connexion, pour le moment, on les met ici. Mais bien évidemment, ce n'est pas la meilleure place. Lorsqu'on va parler de configuration de l'application web, on va voir que ces informations-là, on peut les mettre dans le descripteur de déploiement web.xml, de manière à ce que ces informations-là soient accessibles par tous les DAO. Parce que si vous le laissez ici, il est dans ce DAO-là, mais si j'ai après un DAO pour l'entité utilisateur, par exemple user, je peux avoir aussi d'autres DAO pour d'autres entités. Ces informations-là, je vais devoir les dupliquer dans chacun des DAO, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. Alors, je peux les rendre aussi finales. En fait, ici, je peux les rendre constants parce que les informations-là, elles ne sont pas censées être modifiées. Mais de toute façon, comme on va les enlever d'ici plus tard, pour le moment, je laisse juste comme ça. Alors maintenant, ici, on va donc utiliser l'API JDBC. Alors, la méthode doit retourner une liste. Donc, je vais commencer par créer la liste de tous les favoris. Je vais instancier ici, je ne peux pas instancier list qui est une interface, mais je vais prendre une classe concrète, par exemple linked list, qu'il va falloir bien sûr importer. Donc ça me crée une liste vide que je vais remplir et à la fin, je vais retourner la liste. Alors pour remplir la liste, on a besoin donc de se connecter. On va voir qu'on a besoin aussi d'un objet favori, enfin d'une variable de type favori plutôt. Et donc on va avoir ici la connexion à la base de données. Je vais faire comme ça dans un premier temps, puis on va l'adapter au fur et à mesure. J'ai besoin d'un objet statement. Je vais appeler tout bêtement STM. Et d'un objet result set, que je vais appeler res. Alors, il faudrait les importer. Et là aussi, il ne faut pas se tromper. C'est bien les interfaces du paquet java.sql qu'il faut aller chercher. Oups. Là, je me suis trompé. Donc, je recommence. C'est bien java.sql.statement. Et même chose ici, java.sql.resultSet. Alors, ensuite, l'obtention de la connexion. Donc, ça va être cnx égale driver manager.getConnexion. Ici, on va donner l'URL à la base de données. On va donner le username et on va donner ici le mot de passe. Avant cela, bien sûr, il faut d'abord charger le pilote. Il faudrait charger le pilote qui est là, même si les dernières versions du pilote MySQL Connector J, en réalité, dès qu'il est intégré dans une application, il est chargé automatiquement. La documentation du pilote nous dit qu'on n'a plus besoin de le charger en mémoire, mais je vais quand même vous montrer comment charger le pilote, parce que
ce n'est pas tous les pilotes JDBC qui se chargent automatiquement. Donc, vous pouvez éventuellement tomber sur un pilote que vous aurez à charger vous-même en mémoire. Okay? Alors, le chargement du pilote, je vais le mettre ici. C'est class.forName. Et là, on va donner donc le nom de la classe qui est pilote. Cette méthode-là peut se terminer par une class not found exception. Parce que si jamais il ne trouve pas la classe, il va déclencher une exception. Donc, je vais mettre ici main try catch autour de l'instruction. Okay? Même chose, getConnection peut se terminer par une exception de type SQL exception. Donc là aussi, il faudrait mettre un try catch, comme ceci. Okay. Ensuite, je vais aller chercher le statement. Donc stm égale cnx.createStatement. C'est la connexion qui me fournit l'objet statement. Et c'est le statement qui va exécuter les requêtes avec execute query. Et là, on va mettre la requête ici. La requête que je vais donc déclarer ici. String requête égale. Là, on va chercher tous les favoris. Donc, ça va être select étoile from favori avec un S. Donc, on exécute la requête. La requête, c'est une consultation. Donc, on récupère un objet result set et on va parcourir l'ensemble des résultats avec une boucle while. res.next. La méthode next va se déplacer à l'enregistrement suivant dans l'ensemble des résultats. Et donc, je vais pouvoir aller chercher les informations de cet enregistrement-là et les mettre dans un objet favori. Donc, typiquement, on va créer un objet favori. Et pour cet objet-là, on va mettre son ID, ça va être la valeur de la colonne ID pour l'enregistrement. Donc, ID ici, c'est la colonne qui est là. Et même chose pour les autres. Donc, favori.set titre, ça va être donc res.getString. Donc, ça va être ici la colonne titre. Favori.setURL, ça va être res.getString URL. Celle courriel propriétaire, ça va être res.getString courriel underscore prop. Vous voyez ici l'attribut dont l'objet s'appelle courriel propriétaire, mais la colonne s'appelle courriel underscore prop. Donc c'est ici qu'on règle les différences entre les noms des attributs dans la classe favori et les noms des colonnes dans la table favori. Et ça en fait 4, il nous reste 2 autres. Donc favori.setDescription res.getString description. Et le dernier, c'est favori.setStatut res.getString statut. Et voilà. On va vérifier quand même, dernière vérification pour les noms des colonnes, ID, titre, URL, etc. On va vérifier ID, URL, titre, description, courriel propre et statut. C'est parfait. Une fois qu'on a créé notre favori, on va bien sûr l'ajouter à la liste. Comme ceci. Donc cette boucle-là va tourner aussi longtemps qu'il y a des favoris dans la table. Donc s'il y a 10 favoris, la boucle va tourner 10 fois. Si on a 150, elle va tourner 150 fois. Elle va donc remplir au fur et à mesure la liste. Alors maintenant, à la fin, donc si jamais il y a un problème, on va aller dans le catch ici. On va écrire dans un fichier de log, un journal, donc un fichier journal, et on retourne à la fin de la liste dans tous les cas. Donc s'il y a un problème dès le départ, la liste va rester vide et la méthode retourne une liste vide. Maintenant, la connexion, le statement et le result set, il faudrait les libérer. Donc il faut appeler leur méthode close. Alors, typiquement, comment ça se faisait autrefois?
Autrefois, on ajoutait un bloc finally, comme ceci. Et là-dedans, on faisait cnx, par exemple, .close. Le problème, c'est que si jamais la connexion n'a pas été créée, elle peut être un nul. Puis à ce moment-là, ça me provoque un null pointer exception, ce qui n'est pas acceptable. Donc, habituellement, ce qu'on fait, on vérifie que cnx est bien différent de nul avant d'appeler la méthode donc cnx.close. Et en plus de ça, la méthode close elle-même peut se terminer par une exception. Donc, habituellement, on met ici donc un try catch, comme ceci. On doit faire ça pour chacun des trois objets ici, cnx, statement et result set, même si techniquement la fermeture d'une connexion va provoquer la fermeture de tous les statements qui ont été créés par la connexion. Et la fermeture d'un statement va fermer tous les result sets qui ont été retournés par le statement. Donc techniquement, ça devrait suffire, mais pour faire un code propre, on ferme le result set d'abord, puis on ferme le statement, ensuite on ferme la connexion. Et c'est possible qu'on ferme un statement parce qu'on n'a plus besoin, mais qu'on ferme pas, ou plutôt qu'on ferme un result set parce qu'on n'a plus besoin, mais qu'on ne ferme pas le statement parce qu'on a d'autres requêtes à exécuter. Okay? Donc, on libère les trois objets habituellement séparément, mais depuis peu, dans des langages comme Java, il y a ce qu'on appelle le try with the resources, ce qui fait qu'on n'a plus besoin vraiment de faire ça. On peut demander à ce try with the resources de libérer automatiquement les objets. Donc à ce moment-là, donc ce code-là, on n'a plus besoin de le faire. On peut toujours avoir un block finally pour autre chose. Je rappelle que le block finally, ce que vous mettez dedans est tout le temps exécuté, qu'il y ait exception ou non. Donc on peut toujours le laisser pour mettre des choses qu'on veut être sûr qu'ils vont être exécutées avant de terminer la méthode. Et la libération de ces objets-là va se faire donc avec try with the resources, qui consiste tout simplement à ajouter des parenthèses au try, comme ceci. Et ces objets-là, on doit les déclarer et les créer dans les parenthèses. Il faudrait non seulement les créer, mais aussi la déclaration ici. Vous devez la faire à l'intérieur. Comme ceci. Et bien sûr, il faudrait enlever ces trois variables-là, comme cela. De cette façon, le try va prendre en charge ces ressources-là. Et en particulier, il va s'assurer qu'elles sont libérées à la fin du try. Donc, dès qu'ils seront à la fin, il va automatiquement libérer les trois objets. Même s'ils sont à nul, il va vérifier si cnx est à nul. À ce moment-là, il ne fait rien. Il n'appelle pas la méthode close. Alors ça, le try with the resources vous permet de mettre des ressources ici. C'est quoi une ressource? C'est un objet qui possède la méthode close. Ça veut dire en fait c'est un objet qui implémente l'interface auto-closable ou l'interface closable, qui sont deux interfaces assez récentes dans le monde Java. Alors block finally ici, comme j'ai dit, on peut le laisser si jamais on rajoute du code de finalisation, mais ce n'est pas le cas ici. Donc voilà, on fait comme ça, et notre méthode est finie. Donc on charge le pilote, même si encore une fois, avec ce pilote-là pour JDBC, on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc je peux le mettre en commentaire et ça va fonctionner pareil. Et ici, donc, nous créons une liste de favoris. On exécute la requête de consultation, le select étoile from favori, et on parcourt tous les résultats de la requête. Pour chacun, on crée un objet favori, on met dedans les informations de l'enregistrement et on l'ajoute à la liste. Puis à la fin, on retourne la liste. On a fini avec le DAO. On va voir maintenant comment invoquer ce DAO-là, comment l'utiliser à partir de l'application. Donc, je vais aller créer une nouvelle servlet dans l'application. Ici, par exemple, ou ici, ça n'a pas d'importance. Je vais faire New Servlet et je vais l'appeler, par exemple, la servlet début ou accueil ou peu importe. Je vais l'appeler accueil. Okay. Je vais la mettre dans un package, bien évidemment. Je vais créer un package que je vais appeler com.atodeft.servlet.
je vais spécifier la configuration. Donc là, je vais l'appeler par exemple ici début ou accueil, peu importe. On va dire début. Okay. Enfin, ça c'est le nom, pardon. Je peux laisser accueil ici ou début, ça n'a pas d'importance. Encore une fois, le name, c'est pour se référer à la servlette à partir d'autres composants. Donc, vous lui donnez n'importe quel nom qui est unique dans les noms des composants. Et ici, pareil, je vais mettre début, comme je peux mettre aussi accueil ou index ou des choses comme ça. On va laisser l'information dans les annotations. Je ne vais pas cocher ça pour le mettre dans web.xml. Je vais laisser dans l'annotation et je fais finish. Et il me crée donc la servlette. La servlette maintenant, dans la méthode, sa méthode processRequest qui traite la requête, c'est ici donc dans le body que je vais mettre par exemple liste des favoris, liste de tous les favoris. Pour le moment, on affiche tous les favoris, qu'ils soient publics ou privés. Et ici, on va donc aller chercher les favoris puis les afficher par exemple dans une liste numérotée. Donc je vais faire par exemple, je vais créer une balise OL pour ordered list, liste numérotée, /OL, et c'est là que je vais aller donc afficher les différents LI pour chacun des favoris. Alors avant ça, il faudrait accéder aux favoris. Normalement, on ne devrait pas faire ce que je vais faire ici, mais je vais vous montrer ce qu'il ne faudrait pas faire. Donc, on est dans la couche présentation, on est dans une servlette, donc on est dans la couche présentation. On est ici, dans les servlettes, la couche présentation, et on a besoin du DAO. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, une couche ne doit pas sauter une autre couche. Elle doit toujours communiquer avec ses couches voisines. Ça veut dire qu'ici, la servlette doit passer par la couche métier et non pas invoquer directement le DAO. Donc, au lieu de faire comme ceci, donc au lieu de faire favori DAO, je vais l'appeler DAO égale new JDBC favori DAO, comme ceci. Je vais importer bien sûr, ensuite appeler la méthode. Okay. Au lieu de faire ça, je vais plutôt créer un objet métier ou une classe métier. C'est elle qui va aller invoquer le DAO. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici puis créer une classe. Je vais l'appeler favori service. Je vais la mettre dans un package également que je vais appeler service. Les services et la couche métier, c'est la même chose encore une fois. Okay. La même couche contient les services et la logique métier. Service ici, il ne faut pas confondre avec service web. On l'appelle couche service. Pourquoi? On l'appelle couche service parce que cette couche-là, elle offre des services à la couche présentation. C'est elle qui rend des services à la couche présentation parce que la couche présentation lui demande des services et elle les lui rend. Ça n'a absolument rien à voir avec les services web, ni SOAP, ni REST. Donc, favori service, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre une méthode publique. Je vais même la rendre statique, comme ça, je n'aurai pas instancié la classe favori service. Et cette méthode-là va me retourner une liste de favoris. Puis je peux l'appeler find all. Je peux l'appeler get all, par exemple, favori. Par exemple, ok. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est elle qui va créer le DAO. Donc ici, elle va créer le DAO. Il faudrait importer bien sûr. On va simplifier ça. On peut même l'écrire sur une seule ligne si on veut. Okay, donc là, je vais importer l'interface list aussi et la classe favori puisqu'elle n'est pas dans le même package. Et maintenant, on va faire DAO.findAll. Ça me retourne la liste, puis je peux juste faire return DAO.findAll. Puis ultimement, je peux faire comme ceci. Je peux juste instancier ma classe ici
directement, il peut appeler la méthode findAll et j'enlève ça. Donc vous voyez, cette méthode-là, c'est une méthode métier, c'est une méthode service, mais qui ne contient pas grand-chose. Elle fait juste de la délégation. Quand on lui demande de nous retourner tous les favoris, elle va juste transmettre la requête au DAO qui va s'occuper de lui retourner les données. Okay? Mais bien évidemment, plus tard, si on veut faire des vérifications, si on veut voir par exemple est-ce que des conditions sont réunies, etc., bah, c'est dans ce genre de classe-là qu'on va intervenir, qu'on va mettre ces règles. Okay? Donc là, ça me retourne donc la liste de tous les favoris. Et on revient maintenant à notre servlette. On peut donc aller faire ici la liste favoris. Je vais l'appeler tout bêtement liste. Et là, je vais faire donc favori service point get all favori. Voilà, donc là encore, on va importer la classe et l'interface. Voilà, donc on a notre liste de favoris et on va maintenant les afficher ici. Alors, vous avez vu comment est-ce qu'on génère de l'HTML à partir du code Java avec des out.println. Ça, c'est l'inconvénient des servlettes. On le fait pour le moment de cette façon, mais c'est exactement à cause de ce genre de problème-là. C'est un peu difficile de générer une grande page HTML à partir du Java avec des out.println. C'est à cause de ça que on a inventé les pages JSP. Donc là, on va le faire une première fois, mais vous allez voir très très vite, quand on va passer au JSP, on va voir que c'est plutôt aux pages JSP d'afficher les résultats à l'utilisateur et non pas au servlet. Puis à terme, dans la servlet, il n'y aura plus de out.println. La servlet va être utilisée pour prendre des décisions, pour faire des petits calculs, des choses comme ça. Comme on va le voir lorsqu'on va commencer à parler de l'architecture modèle vue contrôleur. Donc pour le moment, on va laisser comme ça. Donc j'ai ma liste. Je vais aller chercher un itérateur de liste parce que maintenant j'ai besoin de parcourir cette liste-là. Je peux la parcourir avec la méthode get avec un indice, mais ça c'est une méthode qui n'est pas très efficace. Quand on doit parcourir une collection au complet ou en bonne partie, c'est toujours mieux d'utiliser un itérateur. Okay? Donc là, je vais créer un itérateur de liste. Donc ça va être un list iterator. Et je vais dire que cet itérateur-là va me permettre de lire ou de parcourir des favoris. Je vais l'appeler tout bêtement IT. Et c'est la liste qui va me retourner l'itérateur. Comme ça. Pareil, on va importer ça. Et maintenant ici, on va faire typiquement une boucle while. While it.hasNext. Comme ça. J'aurai besoin d'une variable de type favori. Donc, je vais l'appeler tout bêtement favori, comme ceci. Et ici, je vais récupérer dans favori l'élément suivant avec l'itérateur. Donc, je vais appeler it.next pour chercher le favori suivant. Et maintenant, je vais pouvoir l'afficher ou afficher les données du favori dans un LI /LI. Okay. Ça, c'est un item de liste numéroté parce que j'ai mis OL ici. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher, par exemple, le titre du favori. Donc, ça va être favori.getTitre. OK. Plus. Je voudrais que le titre soit aussi un lien pour qu'on puisse cliquer dessus pour aller vers la cible du lien, la cible du favori. Donc, je vais mettre une balise A ici avec un href égal. Et ici, je vais insérer donc favori.getURL, donc l'URL du favori. Et bien sûr, je vais fermer ici la balise A /A. Et je peux mettre éventuellement ici, je peux mettre le propriétaire, le courriel du propriétaire. Donc je peux faire ici favori.getCourriel propriétaire. Comme ceci. Donc le titre va être un lien sur lequel l'utilisateur peut cliquer. Puis idéalement, quand il clique sur le lien d'un favori,
je ne voudrais pas qu'il quitte mon site. Donc j'aimerais bien que la cible du lien apparaisse dans un autre onglet ou dans une autre fenêtre. Alors pour cela, dans HTML, on va utiliser donc target, l'attribut target, et là je vais mettre underscore blank pour blank avec un N pour dire au navigateur chaque fois qu'on clique dessus, tu vas ouvrir ça dans un nouvel onglet. Donc voilà pour ce qui est de la servlette. Donc ça c'est la couche présentation, c'est le composant de présentation qui va solliciter donc la couche service avec la classe favori service. La couche service ici va utiliser la couche d'accès aux données en utilisant un DAO, et c'est le DAO qui va aller donc accéder à la base de données avec donc la requête select ici. Donc c'est ça le schéma global. On va maintenant lancer l'exécution. On va voir est-ce que le pilote MySQL ou si est-ce qu'il est là ou non. Sinon, je peux vous montrer aussi comment l'intégrer. Ça, c'est un projet dont les dépendances sont gérées par Maven. Donc, on va voir comment rajouter ça. Tout simplement, vous pouvez aller sur Internet. Par exemple, ici, on peut aller sur Internet puis faire, par exemple, MySQL connector Maven. Okay, donc on va tomber dessus ici. Donc, le dépôt Maven pour MySQL. Et puis vous voyez ici les versions qui existent. Vous cliquez sur la version et vous avez ici les informations sur la dépendance. Vous avez le groupe ID, vous avez l'artefact, le ID de l'artefact, et vous avez la version. Ensuite, dans NetBeans, vous pouvez juste faire ici dans Dependencies, vous pouvez faire bouton droit, ajouter une dépendance. Et là, vous saisissez donc le groupe ID, l'artefact ID et la version. Vous cliquez sur Add. Ou alors, vous pouvez juste, à partir d'ici, vous allez sélectionner donc, et copier la balise dependency ici. Et vous allez dans votre projet dans NetBeans. Vous avez un fichier de configuration qui s'appelle pom.xml, qui est le fichier qui est utilisé par Maven. Et vous allez dans les dépendances ici. Et vous intégrez votre dépendance, vous copiez ce que vous avez, vous collez ce que vous avez copié du site de Maven et vous le mettez ici, vous sauvegardez, puis vous allez voir tout de suite ici, il a téléchargé le fichier MySQL Connector Java, il a intégré dans l'application, il a rajouté aussi protobuf qui est un fichier qui est utilisé par le connecteur. Voilà, donc le tour est joué, on va pouvoir maintenant lancer l'application. Donc je vais exécuter l'application. On va se rappeler que la servlette elle a l'URL pattern /début, donc il faudrait l'utiliser parce que j'ai pas de page d'accueil là-dedans. Donc je clique là-dessus, j'ai mis ici pour l'exécuter et l'afficher dans Chrome. Ici j'ai choisi Chrome et bien sûr ici je dois juste écrire début comme ceci et voilà. Vous voyez donc la liste des 10 favoris dans la base de données, donc recettes cuisine, etc. Et nous avons ici le propriétaire de chacun des favoris. Okay. Et lorsque je clique sur un des favoris, ça l'ouvre dans un nouvel onglet. Donc je ne quitte pas mon site, il est toujours là. Et chaque fois que je clique, IntelliJ par exemple, il m'affiche dans un nouvel onglet aussi, et ainsi de suite. Okay. Eclipse. Donc voilà pour cette application-là et ces notions-là qui nous ont donc permis d'implémenter une partie de chacune des couches. Okay. Un DAO, une classe service et un composant de présentation qui est une servlette. La servlette ici, donc comme on l'a dit, elle génère elle-même l'HTML, mais très très vite, quand on va passer aux pages JSP, vous allez voir que ça va être beaucoup plus épuré et beaucoup plus convivial et facile et plus facile à lire. Okay. On va mettre de l'HTML dans une page JSP, puis à l'intérieur, on va intégrer du code Java, comme ça se fait dans des technologies similaires. Alors maintenant, on va revenir donc
aux informations de connexion. Donc, comme on l'a vu ici, ces informations-là, pourquoi les mettre là-dedans? Pourquoi ne pas les mettre dans un fichier de configuration? Comme ça, même si l'application est déployée sur Internet, et si après on veut par exemple modifier le mot de passe ou le nom d'utilisateur pour accéder à la base de données, ou si on veut juste remplacer le pilote par un autre pilote plus performant, on aura juste à changer les informations dans web.xml. On n'aura pas à toucher notre code Java, on n'aura pas à recompiler l'application ni à la redéployer. Okay, on va juste aller éditer le fichier web.xml, changer les choses et le tour est joué. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on va parler de ce qu'on appelle donc les paramètres de contexte. Je rappelle que contexte veut dire application. Dans le cadre du web, le contexte, c'est l'application web. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans web.xml. Alors, il n'est pas là, donc on va le générer. On va aller faire donc ici, bouton droit, new, puis on va chercher ici dans la liste, il n'est pas là. On va chercher le descripteur de déploiement, donc web.xml. Sinon, on va aller dans Other. Dans Web, on va le trouver à la fin ici, le descripteur de déploiement standard web.xml. On fait Next. Il nous donne son nom. On ne peut pas changer. Il s'appelle toujours web.xml. Il est toujours dans le dossier web-inf. On fait Finish. Et vous voyez donc, il l'a généré. Après ça, on peut aller saisir manuellement ici les contexte param. Donc, contexte param, comme ceci. Donc, je peux le saisir tout ça manuellement. Il met un peu de temps pour aller charger le format. Mais on peut aussi, donc là, il a fait, okay, mais on peut aussi venir dans Général. Et puis, vous avez ici les context parameters. Donc, c'est plus convivial, mais ça dépend de votre environnement. Des fois, vous allez devoir le saisir manuellement vous-même. Okay? Donc là, je vais aller plus vite. Je vais enlever ça. Je vais le générer à partir de NetBeans. Après, on va jeter un coup d'œil au code qui est généré. Donc, dans Général, vous avez ici context parameters. Vous ajoutez donc un nouveau paramètre. Je vais l'appeler pilote. Okay? Et la valeur, je vais la prendre donc de mon DAO. Oups. Alors, je vais la saisir comme .mysql, .cj, .jdbc, .driver. Voilà, je l'ai appelé pilote. Je vais revenir dans ma servlette, plutôt dans le DAO. Et je vais copier donc cela ici, l'URL de la base de données. Et je vais rajouter un deuxième paramètre. Je vais appeler BD URL, par exemple. Je ne suis pas obligé d'appeler URL. Et je vais coller ça ici. Vous pouvez voir dans les codes sources qu'il génère les éléments context param avec param name et param value. Ok, même chose ici, le name et le value. On va ajouter les deux autres paramètres, c'est donc user et le mot de passe. Okay? Utilisateur et mot de passe. Donc on va venir ici et on fait la même chose, add. Je vais l'appeler user, root. Et le dernier, donc, password, root. Et voilà, on peut mettre une description aussi si on veut. Donc là, on a défini les informations de connexion dans web.xml. Voilà. Maintenant, on va pouvoir accéder à ces paramètres-là de différentes façons. Okay? Par exemple, dans une servlette, si je vais aller chercher par exemple le pilote utilisé, je peux venir ici dans la servlette et là je vous montre juste comment aller chercher la servlette, l'information, le paramètre du contexte de web.xml, comment aller le chercher. Ben, je vais écrire ici pilote ou je vais l'appeler driver. Je ne suis pas obligé de donner la variable le même nom que le paramètre. Donc disons ici donc driver égale. On va faire this c'est la servlette. On va faire get servlette contexte. Servlette contexte, c'est le contexte de la servlette. Point get init parameter. Et là, on va rentrer donc le nom du paramètre qui est pilote. Okay, donc ici, on l'a appelé pilote. Pilote.
Donc là, on va parler de pilote. Et là, je peux mettre, par exemple, un paragraphe P /P. Et là, on va mettre l'application utilise le pilote JDBC, le point. Et là, on va afficher driver. Et voilà. Alors, si je reviens ici, je rafraîchis, vous voyez, l'application utilise le pilote comme .mysql, .cj, .jdbc, .driver. Donc, la servlette a été capable d'aller chercher l'information qui est dans web.xml. Okay. Puis, dès que vous changez ici, dès que vous changez vous mettez n'importe quoi ici, okay, dès que vous sauvegardez web.xml, l'application est automatiquement rechargée. Et là, vous rafraîchissez la page, il vous dit l'application utilise le pilote et il va chercher ce que vous avez saisi dans web.xml. D'accord? Donc ça, c'est la façon dont une servlette accède aux informations de configuration de l'application. Bien évidemment, on n'en a pas besoin ici. Je laisse ici comme exemple. Et on va plutôt voir comment on va chercher ces informations-là et puis les mettre dans ce qu'on appelle un singleton de connexion. Un singleton de connexion, c'est quoi? C'est une classe qui va nous retourner toujours la même connexion. Ça, c'est un design pattern aussi. Le singleton, c'est un design pattern qui permet de s'assurer que on ne peut pas instancier un objet, une classe plus d'une fois. Okay? On veut pas, par exemple, si on ne veut pas que l'application ouvre 3 connexions à la base de données, on veut toujours qu'elle utilise au maximum une connexion. Le singleton de connexion est une des solutions. Alors, comment faire un singleton de connexion? Tout simplement ici, je vais créer une nouvelle classe. Là aussi, je vais la mettre dans un package que je vais appeler tout simplement JDBC. Je vais l'appeler ici database, par exemple. Okay. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans le singleton de connexion? On va déclarer la variable qui va désigner la connexion à la base de données. Donc, ça va être ici private static. L'attribut doit être statique. Connection. Puis, je peux l'appeler CNX si je veux. CNX ou connexion. Elle est par défaut à nul. On va importer l'interface. OK. Et maintenant, on va avoir une méthode publique statique qui s'appelle habituellement getInstance. Dans les singletons, souvent ça s'appelle getInstance, qui retourne l'instance elle-même. Mais là, je vais l'appeler plutôt getConnection parce que ce n'est pas un objet de type database qui va être créé. Donc ici, ce sera plutôt donc connection. Ça retourne connection. Je vais l'appeler getConnection. Ou getConnection, à la limite, je peux l'appeler en français comme ceci. Et cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me retourner la connexion. Elle va juste faire return CNX. Sauf que CNX est à nul. Donc, la méthode doit d'abord vérifier si la connexion est ouverte, elle me la retourne. Si la connexion n'est pas ouverte, il faut qu'elle l'ouvre. Donc ici, on va commencer par voir si CNX est à nul. Des fois, CNX n'est pas à nul, mais des fois, le système de gestion de base de données va fermer la connexion automatiquement, ou le pilote JDBC va fermer la connexion après un certain délai d'inactivité. À ce moment-là, on risque d'avoir CNX qui n'est pas à nul, mais que la connexion est quand même fermée. Donc là, on va plus faire une deuxième vérification. Si CNX est à nul, ou bien cnx.isClosed, si la connexion a été fermée. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ouvrir. Alors, comment l'ouvrir? C'est ce qu'on a mis tout à l'heure ici. C'est ce qu'on a fait ici. OK, c'est ça ici.
Donc on va chercher ce code. Donc on va faire cnx égale. Bien évidemment, ces informations-là, on ne les a pas encore. Donc la connexion, si elle est à nul ou si elle a été fermée, on va l'ouvrir à nouveau et la retourner. Si elle est déjà ouverte, on va la retourner. Donc chaque fois qu'un composant d'application appelle la méthode getConnection du singleton, c'est toujours la même connexion qui va être retournée. Si un premier composant ouvre la connexion, puis un autre composant demande la connexion, c'est la même connexion qui va être retournée. C'est ça un petit peu le but ici, c'est de contrôler pour s'assurer qu'une application n'ouvre pas plus d'une connexion à la base de données. Alors les informations de connexion, bien sûr ici, on va les mettre ici. Private static string. On va mettre le pilote. On va mettre l'URL de la base de données, puis on va mettre le user et le password. Toutes les informations vont être là, elles sont statiques. Donc, on va devoir leur mettre des setters. Okay? On va mettre des setters ici pour ces attributs-là. Pardon, je vais mettre juste des setters. Je n'ai pas besoin de tous les getters. Donc, je vais insérer uniquement les setters. Comme ceci. Ce sont bien sûr des méthodes statiques. Donc, alors, pour la connexion, je n'en ai pas besoin. C'est juste pour le pilote, l'URL, le user et le password. OK, le pilote. À la limite, le pilote, j'en ai même pas besoin ici. Parce qu'on va juste le charger en mémoire au début de l'application. On n'a pas besoin de garder une référence vers la chaîne du pilote. Donc, je vais enlever ça. Je vais donc mettre uniquement cette URL, cette user et cette password. Et ici, donc, ça va être password. Voilà. Alors, bien évidemment, la méthode ici peut peut déclencher une exception. Donc, il faudrait que on gère ça. La façon de gérer ça, c'est un peu comme on l'a vu dans le singleton, dans le DAO. On va pouvoir juste mettre, donc par exemple ici un try-catch autour de, à la limite de tout le bloc, comme ceci, sauf bien sûr ça ici. Voilà, donc on va se connecter et retourner à la connexion. Maintenant, avant de se connecter, il faudrait d'abord, bien sûr, spécifier l'URL, le username et le password. Okay? Et il faudrait aussi charger le pilote. On peut mettre ici une méthode qui charge un pilote. Okay? On peut mettre, je peux le faire à l'extérieur, mais je peux le faire aussi ici. Je vais l'appeler load driver. Puis à la limite, je peux mettre même un booléen qui va me retourner false si jamais on n'a pas pu charger le pilote. Et ici, je vais donner donc la chaîne du pilote. Donc là, on va faire class.forName pilote. Et on va mettre un try-catch si jamais il ne trouve pas le pilote. Comme ceci. On va écrire dans le fichier de log et on va retourner ici false pour dire que on n'a pas pu charger le pilote, on n'a pas pu trouver la classe. Sinon, si tout se passe bien, on va retourner true. Encore une fois, le pilote MySQL Connectology est chargé automatiquement. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'appeler cette méthode-là pour ce qui est de MySQL, mais ce n'est pas le cas de tous les pilotes. Alors maintenant, nous avons donc un moyen de spécifier l'URL, le username et le password pour que ensuite getConnection puisse m'ouvrir la connexion et me la retourner. Maintenant, comment est-ce qu'on va injecter ces valeurs-là? Comment est-ce qu'on va les injecter
à partir du fichier web.xml. Comment le faire et quand est-ce qu'on va le faire? À quel moment on va configurer notre singleton de connexion à partir des informations de web.xml? C'est là qu'on va parler d'écouteurs web. Okay? Alors, avant d'aller plus loin, on va d'abord adapter notre DAO, JDBC DAO. Donc ici, l'application n'a plus besoin, la méthode ici n'a plus besoin d'ouvrir la connexion elle-même. Elle n'a pas besoin de ça non plus. Donc ça, on va l'effacer. Et on va juste demander la connexion. Donc ici, tout ce qu'on a à faire, c'est cette connexion-là, c'est NX. On va demander au singleton database.getConnection. Voilà. Puis si jamais la connexion est à nul, si jamais le singleton n'a pas pu ouvrir la connexion, donc on peut vérifier ici if c'est nx égale nul. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste retourner la liste vide. Typiquement, on va aussi écrire dans un fichier de log, dans un journal, mais on va retourner liste vide. On ne va pas laisser l'application déclencher des exceptions qui vont s'afficher à l'utilisateur. Il faut toujours s'assurer, surtout dans le web, que la page web s'affiche correctement, même s'il n'y a pas de données, parce que la connexion n'a pas pu être établie. Mais il faut toujours cacher les messages d'erreur déclenchés par les exceptions ou émis par les exceptions à l'utilisateur. Donc voilà pour ça. Donc je vais revenir ici, je vais laisser le try catch. Non, même pas. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça aussi. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que on peut déclencher aussi une exception à partir du statement ou même du result set. Donc je vais remettre ça comme ça. Okay, donc il faut quand même fermer les statements et les result set à la fin de la méthode, mais la connexion, on ne va pas la fermer. On va la laisser ouverte. Comme ça, les autres composants, quand ils demandent la connexion, elle est déjà là. On peut toujours rajouter ici une méthode close. Okay, on peut faire public static void puis close, par exemple, pour fermer la connexion. Et ici, on va mettre donc cnx. Si cnx est différent de nul, on va appeler cnx.close. Comme cela. Et on va mettre notre try catch également ici. Comme ça, si un composant veut fermer la connexion, il peut le faire. Si la méthode findAll ici, une fois qu'elle a fini, elle veut fermer la connexion, elle a juste à faire database.close. Mais si elle ne la ferme pas, ce n'est pas dramatique parce que c'est une seule connexion qui est ouverte. D'autres composants, ils vont appeler database.getConnection, connexion comme ici, et ils vont récupérer la même connexion qui va être donc réutilisée par tous les composants d'application. Okay. Donc là, on laisse le choix. Chaque méthode qui utilise la connexion, elle peut, si elle veut, elle peut la fermer une fois qu'elle en a plus besoin. Ok, donc là, on a adapté notre DAO, la méthode du DAO, pour aller chercher la connexion. Et maintenant, on va configurer le singleton au démarrage de l'application. Pour cela, donc, on va définir des écouteurs web. Les écouteurs web, il y a deux types d'écouteurs web. Il y a les écouteurs de l'application, donc qui réagissent au démarrage et à l'arrêt de l'application, et les écouteurs de session qui réagissent à l'ouverture et à la fermeture d'une session utilisateur sur le site. Donc là, on va y aller avec le premier. Là, on a besoin de l'écouteur d'application. Donc vous avez ici les Web Application Listener. Bien sûr, on peut les saisir aussi directement dans web.xml. Mais là, je vais ajouter donc une classe. Je vais l'appeler com.atodeft.
listeners par exemple. Là, je vais l'appeler écouteur application, tout simplement. Donc, je déclare juste la classe dans web.xml. Si on regarde le source, on voit ici qu'il y a un élément listener qui a été rajouté avec listener class. Et là, il y a la classe, le nom de la classe. Okay. Maintenant, cette classe-là, il faut la créer. Okay. Créer cette classe-là, ça revient donc à créer un package. Okay. Créer un package ici comme .toutf.listener et mettre dedans la classe écouteur application. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, une classe écouteur application? C'est qu'elle implémente une interface qui s'appelle servlet context. Vous voyez, servlet context, c'est l'application, mais l'interface s'appelle servlet context listener. Voilà, on va juste l'importer et on doit implémenter les deux méthodes de l'interface. C'est la méthode qui correspond à l'initialisation du contexte, c'est-à-dire au démarrage de l'application, et une méthode qui correspond à la destruction du contexte, donc à la fermeture ou à l'arrêt de l'application. Le code que vous allez mettre ici, dans la première méthode, va s'exécuter une seule fois au démarrage de l'application. Le code que vous allez mettre ici, dans la deuxième méthode, va s'exécuter une seule fois au moment où l'application s'arrête. Okay? Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Typiquement, on peut juste fermer la connexion. Donc on va faire database.close. Okay. Si jamais les composants qui ont utilisé la connexion n'ont pas fermé, là on va s'assurer qu'elle va être fermée lorsque l'application s'arrête. Et ici, on va aller chercher les informations qui sont dans web.xml et on va les utiliser pour configurer notre singleton de connexion. Alors, là, je vais l'appeler l'événement, l'event par exemple. C'est l'événement de démarrage d'application. Et à ce moment-là, on va aller chercher le servlet context. Donc, servlet context, qui est en fait l'application elle-même. Ça, c'est un objet qui représente l'application. Donc, je vais l'appeler application. Et c'est l'événement qui va me le retourner, get servlet context. Donc là, je vais aller chercher un objet servlet context qui représente l'application. Et puis, lui, cet objet-là me permet d'accéder ensuite aux informations de configuration qui sont dans web.xml. Donc là, ce qu'on va faire, on va chercher le pilote d'abord. Donc ça va être application.get init parameter. Ici, c'est pilote. On l'avait appelé pilote. OK. Donc c'est ça ici, encore une fois. C'est lui ici, pilote. Donc il va chercher ça ici. Et je vais le mettre dans une variable. Je vais l'appeler par exemple driver égale comme ceci. Je vais chercher les trois autres informations. Donc ça va être l'URL de la base de données. Ça va être le username, utilisateur. Et ça va être le mot de passe, MDP. Donc, on vient ici, on va chercher donc BD-URL, user et password. Donc ça va être BD-URL, ça va être user. Et ici, ça va être donc password. Donc, on a été chercher les informations. Ensuite, je peux faire database.loadDriver. Si je veux charger le pilote, donc j'ai été chercher la chaîne du pilote ici. Ensuite, je vais configurer le reste. Donc, database.setURL, je vais mettre l'URL. Database.setUser, donc ça va être l'utilisateur. Et database.setPassword, ça va être le mot de passe. Et voilà. Donc là, j'ai configuré les 4 informations du singleton de connexion et le tour est joué. Maintenant, les composants comme la servlette peut appeler, pas les servlettes, pardon, mais le DAO peut appeler getConnection
il a été configuré au démarrage de l'application. Donc voilà pour ce qui est donc de l'écouteur de contexte. Okay? Ça, c'est l'écouteur de contexte. Après, les écouteurs de session, on peut les aborder lorsqu'on va parler de gestion de session. Si par exemple, dès qu'une session d'utilisateur elle se ferme, on veut prendre son panier d'achat par exemple et le sauvegarder dans la base de données pour ne pas le perdre, on pourra le faire dans l'écouteur de session. Alors, pour terminer, je vais juste mettre un message ici, system.out.println. Là, je vais mettre démarrage de l'application. Gestion de favoris. Je peux même même donner un nom à l'application dans web.xml avec ce qu'on appelle le display name ici. Ici, je peux donner général display name. Je vais l'appeler ici gestion de favoris comme ceci. Donc ça c'est le nom de l'application qui est donc dans web.xml. On le voit ici, display name. Et je peux ensuite, n'importe où, par exemple ici, je peux aller chercher à partir du servlet context, bien évidemment. Ça va être donc, on va dire ici. Je peux mettre ici le nom de l'application en faisant application.get servlet context name. Je vais chercher le nom de l'application, puis j'affiche ici, donc démarrage de l'application. Et dans la description du contexte, je vais mettre le message arrêt de l'application. Okay. Puis là encore, il faudrait que j'aille chercher le servlet context. Et ça va être donc l'événement. Et voilà. On va pouvoir maintenant démarrer l'application. Et normalement, donc on a fini. Donc je vais exécuter ça. On peut aller voir ici le message. Alors, on peut essayer de repérer le message démarrage de l'application. Je ne sais pas ce qu'il affiche. Oups. Une exception. Il ne trouve pas la classe acom.autodesk.listener.écouteur application. Il ne trouve pas la classe, c'est bizarre. Écouteur application. Écouteur application, c'est bien le bon package. Ouais, c'est la bonne application. Tout est correct. Je vais juste réessayer. Je vais fermer tout ça. Je vais effacer tout ça. Et on va lancer l'exécution à nouveau. Ok, on va quand même aller chercher. Donc on a dit début. Ok, non, tout fonctionne. Je pense que le message est affiché avant que je termine de coder. Okay. Ça, c'est un problème qui vient des dernières versions du pilote MySQL. Avec Tomcat, il y a des petits problèmes de libération des ressources lorsque vous mettez le pilote pour l'application, alors qu'il faudrait plutôt enregistrer le pilote dans Tomcat. Mais ça, on va le voir à un autre moment. Comment mettre le pilote JDBC pour MySQL, comment est-ce qu'on peut le mettre dans Tomcat, comme ça il va être disponible directement pour toutes les applications et on n'aura pas besoin de le rajouter dans les dépendances du projet à ce moment-là. Alors, donc, je voulais comme voir un petit peu le message où est-ce qu'il dit démarrage de l'application, mais là je ne le vois pas ici. Ouais, ici, application, arrêt de l'application, ici, et ici, il a redémarré. Donc, vous voyez, démarrage de l'application, gestion de favoris, parce que quand j'ai lancé l'exécution, Tomcat arrête l'application et la redémarre, donc il m'affiche arrêt de l'application, après
démarrage de l'application. Et comme on l'a vu ici, donc on a accédé à toutes les informations sur les favoris parce que le DAO ici a réussi à obtenir la bonne connexion parce que le singleton était configuré correctement au démarrage de l'application. Voilà, donc ça termine un petit peu cette vidéo-là. Encore une fois, on a vu les notions d'architecture multicouche. On a vu le rôle, on a expliqué brièvement le rôle de chacune des couches. On a vu comment est-ce que la couche d'accès aux données s'occupe de la gestion de persistance, des opérations CRUD et du mapping relationnel objet. On a vu donc comment est-ce qu'une classe favori est mappée avec une table favori de la base de données. Et puis on a vu tout le chemin de la couche présentation, comment est-ce qu'on sollicite la couche métier, qui sollicite la couche d'accès aux données pour aller chercher des données dans la base de données et récupérer ça et puis répondre à la requête de l'utilisateur. On a vu aussi donc comment s'assurer que l'application n'ouvre pas plus d'une connexion à la base de données grâce au singleton de connexion. On a vu comment on pouvait mettre des informations de configuration dans web.xml et comment est-ce qu'on peut enregistrer un écouteur d'application pour aller chercher l'information de web.xml au démarrage de l'application et puis l'utiliser pour configurer le singleton de connexion dont les DAO ont besoin. Donc ça fait le tour. Merci de votre attention et à la prochaine.